Qui défend encore l'agriculture biologique et le secteur du bio ou de la bio, comme disent les puristes? Nous posons la question ce matin en plein salon de l'agriculture. Le bio, ou la bio donc, avait le vent en poupe et ce n'est plus tout à fait le cas. L'agence bio, qui défend le secteur, a bien failli disparaître ces dernières semaines. Bonjour Laure Verdeau. Bonjour. Directrice de l'agence bio. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, le Sénat voulait vous couper les vivres, supprimer votre budget. Finalement, le gouvernement a maintenu l'agence. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Êtes-vous définitivement sauvé, Laure Verdeau? Alors, ça, on a une visibilité inédite, donc on est ravis parce qu'on a eu l'occasion, grâce à ces péripéties, de réexpliquer que, contrairement à ce que certains avaient compris, on n'était pas une agence de pub, pas une agence de com, mais on avait plusieurs métiers d'intérêt général, puisqu'on est un groupement d'intérêt public, et ces métiers vont ensemble. Et donc, ça a été l'occasion de rappeler que la France avait un objectif de 18% de surface en bio. D'ailleurs, la loi qui est passée l'an dernier, la semaine dernière, la LOA, loi d'orientation agricole, dit maintenant 21% d'ici 2030. Après des péripéties là aussi, mais on y reviendra tout à l'heure. Et de rappeler qu'on n'est qu'à 10% des surfaces. Donc, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, peut-être qu'une fois qu'on sera à 50% de bio, il pourra être question de supprimer l'agence bio. Mais avant, on a vraiment besoin, nous, de consolider déjà notre patrimoine français de fermes bio. On a 61 000 fermes. C'est un trésor national. On est la première surface, on est la deuxième surface agricole, parce que l'Espagne vient de nous passer devant, mais on est le premier vignoble bio mondial. Donc, c'est une fierté française, le bio. C'est le thème d'ailleurs du Salon de l'agriculture. Et c'est l'occasion de le rappeler, c'est qu'on n'est pas encore à l'objectif et qu'il faut y travailler. Et nous, on y travaille sur trois plans. On fait les chiffres du bio, parce que c'est difficile de savoir où on en est si on n'a pas les chiffres. On informe le citoyen sur le bio, parce que c'est difficile qu'il consomme s'il ne sait pas les vertus du bio. Et puis aussi, on finance tous les outils de transformation, parce qu'on ne mange pas des grains. Donc, on a bien besoin de moulins, de farine, etc. Et donc, là aussi, on le finance. Donc, ces trois missions vont ensemble. Non, je vous confirme qu'on ne mange pas encore de grains ou pas uniquement, mais vous avez entendu le reproche d'un certain nombre de sénateurs, en particulier, sur l'utilité de votre travail, compte tenu de l'existence d'un certain nombre de collectivités, d'organismes locaux qui épaulent déjà les producteurs de bio et qui disent aujourd'hui, l'agence bio, à quoi bon? Est-ce qu'elle n'est pas superflue alors que toutes ces structures existent? Alors c'est assez mystérieux, on se demande vraiment qui remplit ces missions qu'on est pour l'instant les seuls à remplir. On a des missions où on est contributeur, où on épaule effectivement nous-mêmes les collectivités. Les collectivités, elles ont quand même un rôle. Les mairies, elles doivent mettre 20% de bio dans leur cantine. Les régions, elles doivent mettre 20% de bio dans leur lycée. Donc, vu qu'on n'y est pas du tout, on est à 6%. Pour l'instant, en moyenne nationale, on se demande vraiment s'il n'y a pas besoin justement d'être épaulé. Ensuite, on est les seuls à informer le citoyen sur le label en tant que label. C'est-à-dire que si vous avez peut-être entendu déjà des pubs disant, je ne sais pas, des distributeurs qui vous disent cette semaine, le bio au prix du pas bio. Mais ça n'explique pas aux citoyens ce qu'est le bio, pourquoi il est bon et surtout comment on peut en mettre plus dans son assiette à budget égal. Et donc nous, notre mission, elle est pour la première fois non pas de relancer le label bio, mais de le lancer. Parce que le label AB, qui a donc 40 ans cette année, ça sera les 40 ans de la loi agricole qui a officialisé ce label d'intérêt général. Mais à l'origine, il s'est développé par des gens qui étaient un peu autodidactes, qui étaient passionnés, etc. Puis ensuite, ça s'est massifié à peu près en 2008, quand après le Grenelle de l'environnement, la grande distribution a mis beaucoup de bio dans les rayons. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent le label AB, mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas que ça veut dire 0 pesticides de synthèse, 0 OGM, des animaux heureux, etc. Donc, nous, on a un vrai rôle qui est d'éduquer l'éducation alimentaire et l'information citoyenne. Parce que si jamais vous ne savez pas toutes les vertus du bio, qui sont d'ailleurs prouvées par la science, vous n'allez pas forcément opter pour du bio dans votre panier. Vous savez aussi qu'en ce moment, chacun fait des économies ou est appelé à faire des économies. Et c'était aussi un argument des sénateurs. De l'argent finalement inutile. Combien coûte l'agence bio ? Alors, on a été effectivement très surpris que nos 2,6, parce que c'est désormais 2,6 nos budgets de fonctionnement. 2,6 millions d'euros. Ça, c'est notre budget de fonctionnement, c'est la ligne qui voulait barrer, mais il faut savoir que l'agence bio, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous, avec ce budget-là, on gère plus de 30 millions pour le compte de l'État, et ces 30 millions, ils vont directement, ils sont réinjectés dans le dynamisme de la filière. Il y a 18 millions du Fonds Avenir Bio qui est
pour les entrepreneurs, pour les agriculteurs bio qui structurent leur outil de transformation. Un éleveur laitier à qui on va financer une yaourterie, une operculeuse pour refermer les pots de yaourt, ça, c'est pas de l'argent gaspillé, ça irrigue le tissu de notre agroalimentaire français. Donc, en fait, aussi, on a découvert que peut-être nos députés ne lisaient pas les fiches que leurs collaborateurs leur préparaient, puisqu'on n'est pas des fonctionnaires. On nous a dit oui, il faut supprimer, etc. Mais nous, on est 25 à l'agence bio de droit privé. Donc, c'était assez étonnant. Mais une fois de plus, ça a été l'occasion de réexpliquer notre rôle qui est unique et qui est nécessaire tant qu'on n'a pas atteint les 18%, les 21% même de surface agricole en bio. Plus largement, vous entendez les critiques visant en ce moment les agences liées à l'environnement, l'Office français de la biodiversité ou l'ADEME aussi pour la maîtrise de l'énergie. Comment expliquez-vous ces attaques en ce moment précisément, Laure Verdeau ? Alors, écoutez, nous, on n'explique pas forcément pourquoi la science a autant... Il n'y a pas que... D'ailleurs, il y a l'INRAE qui était hier sur notre stand. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est là pour le bien manger à la française. Donc on se retrouve pris dans des débats où ça ne nous permet pas d'expliquer qu'actuellement, les Français ne mangent que 6% de bio dans leurs assiettes. Et c'est compliqué parce que ça nous met au niveau des États-Unis de Donald Trump. Ils mangent autant de bio que nous. Or, on a plein de voisins européens, des Danois, des Autrichiens, etc., qui mangent quasiment le double. Les Danois, par exemple, ils mangent 12% de bio. Donc, quels que soient les débats sur la science, etc., il y a un moment où il faut faire une place dans nos assiettes aux agriculteurs bio. Et c'est en fait, les agriculteurs bio, c'est vraiment notre fierté dans la mesure où, quand vous habitez près d'un champ, vous êtes content d'avoir un agriculteur bio comme voisin. Donc, il faut résoudre cette dissonance cognitive avec des gens qui adorent les agriculteurs bio, qui les adorent comme voisins, mais qui, une fois franchi la porte du supermarché, sont peut-être perdus dans les plus de 400 étiquettes, labels alimentaires qu'il y a. C'est un rapport sénatorial qui avait établi qu'il y a plus de 400 allégations possibles sur un produit alimentaire. Donc, nous, on est vraiment là pour donner une boussole à ceux qui ont envie de voter avec leur porte-monnaie. Et c'est difficile, c'est vrai, de voter avec votre porte-monnaie si vous n'avez pas toutes les clés pour lire les étiquettes de vos aliments. Et surtout en période d'inflation. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cet entretien. Je reste tout de même sur ce qui vous occupe, sur ce qui vous préoccupe, la défense du bio et de la bio. Vous savez que pour certains défenseurs de l'agriculture, en ce moment, la priorité est ailleurs. C'est la souveraineté alimentaire. On parle aussi de la productivité des fermes françaises dans un monde chaotique, dans un monde de guerre commerciale aussi. On le voit avec les États-Unis de Donald Trump. Comprenez-vous cet argument-là ? Une échelle de priorité, finalement. Mais il n'y a pas meilleur élève en souveraineté alimentaire que le bio. Mais une souveraineté alimentaire, si vous produisez en dépendant d'importation d'engrais de l'extérieur, vous n'êtes pas souverain. La France, elle a 2 milliards de déficit parce qu'elle importe des engrais synthétiques azotés et dont son troisième fournisseur d'ailleurs, c'est la Russie. Donc, chaque hectare en bio, c'est de la souveraineté en plus. Pourquoi ? Parce que le bio interdit les engrais azotés. Donc, un agriculteur bio, il s'émancipe, il n'a pas besoin d'importation pour produire. Donc, c'est de la souveraineté. Une vache en bio, chaque vache qui est élevée en bio, c'est de la souveraineté alimentaire en plus. Pourquoi ? Parce que pour nourrir les vaches, en pas bio, on importe beaucoup de tourteaux de soja. Donc, c'est des importations. En bio, la vache, c'est dit dans le règlement, c'est obligatoire et c'est contrôlé chaque année, elle doit être nourrie en 100% bio, dont 70% produits localement. Donc ça veut dire que chaque vache en plus, en bio, c'est de la souveraineté en plus. Et enfin, on nous parle souvent des imports en bio, on ne comprend pas pourquoi, parce que la consommation de bio, à 83%, c'est du bio, le bio consommé en France est made in France. C'est-à-dire que si vous prenez en compte les produits tropicaux, alors là, on n'a même pas 30% d'importation. Donc, et encore, c'est les importations qu'on a en bio, les 3/4, c'est des produits tropicaux. C'est du café, du thé, des ananas, des bananes. Les bananes bio cachent la forêt bio, c'est ça ? Non, mais en fait, le bio, c'est un bon élève de la souveraineté alimentaire. C'est quand on mange 70% de bio consommé en France, 70% du bio consommé en France est made in France. Donc, en matière de souveraineté alimentaire, il faut arrêter de polariser, de vouloir mettre le bio sur l'échiquier politique. Le bio, c'est d'intérêt général. C'est ni de gauche ni de droite. On a tous besoin d'eau propre, on a tous besoin de souveraineté, on a tous besoin d'agriculteurs heureux, donc on a besoin de bio. Reste qu'elle apparaît pour ses détracteurs comme un luxe, en tout cas c'est comme ça qu'ils la présentent aujourd'hui. Alors bien malin qui connaît le prix du bio, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de relevé prix. Or, le bio, c'est pas que vendu en grande distribution. La grande distribution, c'est que la moitié de la consommation de bio à domicile. Donc là, on a des relevés prix et on sait que parfois, ça peut être 30 à 50% plus cher selon Erin Nielsen. En revanche, le bio, il est vendu
pour 28% de ces débouchés dans les magasins bio, qui depuis le temps qu'on dit qu'ils sont chers, se sont très structurés et ont considérablement baissé leur prix. Et puis surtout, il est vendu à 15% de ses débouchés. 15% du bio est vendu en vente directe. Et là, il est vraiment pas cher. Ça, on va y revenir tout à l'heure plus en détail avec notre deuxième invité, Mathieu Lancry, qui nous rejoindra parce que c'est un point évidemment très important, la consommation de bio et la question des prix selon les enseignes et les circuits de distribution. Restons sur l'actualité de la semaine, tout de même, Laure Verdeau, le salon de l'agriculture, où vous étiez ces derniers jours. Vous vous sentez à votre place au Salon de l'Agriculture dans ce contexte ? Plus que jamais, on est à l'entrée du hall 4 et on est à cœur justement de montrer que c'est bio la France, c'est bio l'Europe, c'est bio le bien manger à la française. On accueille des dizaines d'enfants, des dizaines de personnes du grand public, mais aussi des institutionnels, parce que oui, plus que jamais, il faut absolument mettre en avant la fierté française qu'est le bio, avec 16% des fermes en bio, quoi. Êtes-vous en phase avec le discours général du salon, les discours des politiques par exemple, qui viennent les uns après les autres défiler dans les allées ? C'est l'occasion de rappeler tous les atouts du bio, parce qu'on sait qu'il y a une transition alimentaire et agricole à mener, et on sait que le fer de lance de cette transition, c'est le bio, et c'est important de rappeler, on est quand même le diplôme d'État d'agriculture écologique. Le bio, il faut savoir que ça fait partie des 5 signes officiels de qualité. Il n'y en a pas 400 là pour le coup. Et donc c'est très important. C'est-à-dire vous avez les signes officiels de qualité qui sont les AOP, les AOC, STG, label rouge. Et donc le bio est à part puisque c'est le cahier des charges agronomique. Le bio, ça dit comment c'est fait agronomiquement. Et c'est l'occasion d'échanger avec le grand public. On a par exemple des gens qui nous disent « Oui, mais moi, je comprends pas, il y a du bio avec du Nutri-Score mal noté, Nutri-Score E. » On est là « Mais non, le bio a jamais promis de faire maigrir, madame. » Mais en même temps, vous allez voir que ça contribue à la qualité de l'eau et à la qualité des nappes phréatiques. Ça vous perturbe les polluants dans l'eau. On dit « Oui, moi, pendant un mois, j'ai dû boire de l'eau en bouteille parce que le maire a dit que l'eau n'était pas conforme. » On dit la bonne solution, c'est que dès qu'il y a des bio près des zones de captage, ça améliore immédiatement la qualité de votre eau. Quel est votre principal argument, si vous deviez en mettre un en avant aujourd'hui pour défendre l'agriculture biologique et la consommation de produits bio ? C'est la santé d'abord, avant tout ? C'est une agriculture d'intérêt général et malheureusement, ça, on ne peut pas segmenter les avantages du bio parce que c'est pas un trousseau de clés, c'est vraiment un pass, un multipass. Et là, en ce moment, on a vraiment le thème, c'est le salon de l'agriculture, donc on met vraiment en valeur nos producteurs. Notre meilleur argument, c'est les producteurs bio. Ce sont des gens qui sont alignés, qui sont heureux, c'est un peu à la fois des geeks de l'agronomie, parce que quand vous devez vous priver de tous les pesticides de synthèse, vous avez intérêt à être très bon techniquement. C'est des gens qui sont plutôt heureux, et c'est vrai que s'il y a bien une population dont on a besoin qu'elle soit heureuse, c'est les agriculteurs, et les agriculteurs bio. Ça, ils nous avaient répondu, on avait fait un baromètre du moral des agriculteurs. Ils nous avaient dit, mais être en bio, être au service de l'intérêt général, ça contribue à mon bonheur. Reste qu'ils traversent aussi une période difficile, on en parlera tout à l'heure avec notre deuxième invité. Période difficile côté production, côté consommation aussi. Vous avez lancé une campagne de communication pour dire quoi précisément et à qui aujourd'hui ? Alors, déjà, on s'adresse à tout le monde. Et pour dire quoi ? En fait, on se rend compte que les gens sont saturés d'informations. Il y a vraiment une fatigue informationnelle. Et qui sont perdus, y compris dans le domaine alimentaire. Exactement. Alors, ils ne sont pas si perdus que ça, parce que le label AB donc, a quand même 40 ans. Ils associent... Nos consommateurs, nous, en fait, chaque année, avec l'agence bio, ça fait 22 ans qu'on demande à 4000 Français représentatifs. Alors, vous en avez tout dans votre rapport au bio. Donc, c'est le fameux baromètre de la consommation du bio. Et ce qu'ils nous disent, c'est... J'ai compris que le bio, c'est bon pour le climat. J'ai compris que le bio, c'est bon pour ma santé. En revanche, là, ma contrainte budgétaire est en train de se desserrer, mais je ne suis pas sûre de consommer vraiment plus bio. Je ne sais pas, est-ce que le bio, ce n'est pas que du marketing ? Et donc, nous, c'est l'occasion de dire, OK, en fait, le bio, il faut arrêter de se prendre la tête. Ça fait partie de la culture du bien manger à la française. Et là, le cri de ralliement du bio, de l'équipe de France du bio, l'équipe de France du bio, c'est tous ceux qui produisent tout partie en bio. C'est les filières, c'est les interprofessions, c'est même les régions qui nous ont demandé à reprendre la campagne parce qu'ils veulent préserver leur tissu de producteurs bio. Et ce cri de ralliement de l'équipe de France du bio, c'est bio la France. Ayons le bioréflexe. On avait déjà lancé Mais ça, c'est du slogan, ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi ? C'est pas anodin parce que déjà, on l'a choisi collectivement avec l'ensemble des filières, des parties prenantes, mais surtout parce que, en fait, la France, il y a bien quelque chose qui nous cimente, qui nous unit, c'est l'amour de la bonne bouffe. Et
Jusqu'ici, il y avait une tendance à considérer que le bio, c'était quasiment à part. Il y avait les gueuletons et puis il y avait le bio à côté. Et on associe parfois des clichés. Par exemple, le bio, c'est les mangeurs de tofu, etc. Bon, en fait, c'est pas vrai. Le bio, c'est des produits du quotidien qui rentrent facilement. Et l'objectif, c'est pas de tout basculer en 100% bio demain. C'est de chacun faire un peu plus de place à chaque repas à la production de nos agriculteurs bio. Et donc, c'est bio la France, c'est parce que quand on est dans un pays où on a inventé le restaurant, où on a classé notre repas au patrimoine mondial de l'UNESCO et où on parle dès le petit déjeuner de ce qu'on va prendre au dîner, eh bien en fait, c'est important de rappeler qu'il y a une place pour le bio et que le bio, bah oui, il faut le décomplexer. Ça, il peut même y avoir des pizzas et des kebabs bio. Le tout, c'est que derrière, il y a une production dans les champs avec des animaux qui ont été en plein air, avec des agriculteurs qui n'ont pas eu à épandre de pesticides synthétiques. Est-ce une manière de réconcilier ou de tenter de réconcilier deux France, souvent présentées comme opposées l'une à l'autre ? Mais en fait, nous, on ne voit pas ce clivage. On nous dit beaucoup oui. Politiquement, c'est comme ça qu'il apparaît. On l'a vu dans les débats récents, notamment autour de l'agence bio. Alors, le bio, c'est pas woke. C'est pas non plus... En fait, le bio, comme je vous le disais, a priori, quelle que soit notre façon de voter, on a tous besoin d'eau propre, on a tous besoin d'abeilles pour polliniser. Pour que les fruits poussent, il faut quand même des abeilles. On a tous besoin d'agriculteurs heureux. Bon, à partir du moment où on a tous besoin de ces trois choses, le bio, une fois de plus, c'est pas une agriculture marquée politiquement, c'est une agriculture d'intérêt général. Donc c'est pour tout le monde. Laure Verdeau, merci, directrice de l'agence bio. Vous restez avec nous. Vous serez rejointe dans une vingtaine de minutes par Mathieu Lancry, qui est paysan bio, en légumes de plein champ, pour être tout à fait précis. On parlera là plus précisément des difficultés du secteur et de la manière dont le secteur pourrait trouver un modèle, un nouveau modèle. Et je pense là à la fois à ceux qui produisent et puis évidemment à ceux qui consomment, nous tous, nous toutes, dans les magasins. Restez avec nous. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Qui défend encore l'agriculture biologique ? La question toujours, alors que le salon de l'agriculture se poursuit à Paris. Après des années de croissance, le secteur est en crise, il doute, il cherche son modèle. Avec nous toujours, la directrice de l'agence bio, Laure Verdeau, rejointe dans ce studio par Mathieu Lancry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paysan bio en légumes de plein champ dans le département du Nord. Que cultivez-vous précisément ? Alors moi, je cultive en fait ce qu'on appelle des légumes de plein champ, c'est-à-dire que je fais qu'une récolte par an de légumes par rapport aux maraîchers qui peuvent avoir plusieurs récoltes dans l'année. Et je fais essentiellement de la pomme de terre, des haricots verts et des petits pois. Petite exploitation, grosse exploitation? Alors, pour le secteur, c'est plutôt une petite exploitation. Je suis sur une ferme de 37 hectares. Et aussi, je produis aussi des céréales, donc essentiellement du blé meunier, que je vends aussi à une coopérative 100% bio, et de la luzerne pour faire ma rotation et nettoyer mes parcelles, que je vends à un agriculteur voisin. C'est toujours intéressant de voir comment s'organisent les exploitations. Combien êtes-vous chez vous ? Je suis tout seul. Tout seul. Je gère tout seul. Vous êtes aussi administrateur national de Biocoop, système coopératif, une des enseignes spécialisées de la bio, avec par exemple La Vie Claire ou Bio C'est Bon. Avec vous, on pourra aussi parler des consommateurs et du comportement des consommateurs. Donc, mais d'abord, la production qui marque le pas. On l'évoquait avec Laure Verdeau dans la première partie de cet entretien. 10% des surfaces sont cultivées en bio aujourd'hui et cette part a tendance à régresser. En tout cas, c'était les derniers chiffres. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'on a subi une crise assez violente à partir de 2022 sur un retournement complet du marché, notamment avec un désengagement d'une partie des grandes et moyennes surfaces, des grands distributeurs qui ont déréférencé de manière importante des produits en bio. Et ça a eu des conséquences sur les fermes et sur les marchés, sur les filières où on s'est retrouvé avec une surproduction liée à comme ça. C'est pas une baisse de consommation, mais en fait une baisse de la demande du fait qu'on n'avait plus de produits dans les rayons. Et donc on a eu énormément de difficultés à être accompagné à la juste valeur, au bon niveau par la force publique pour passer ce cap difficile. Ce qui fait qu'on a aussi démoralisé beaucoup d'agriculteurs qui ont jeté l'éponge et qui sont soit repartis en conventionnel, soit arrêtés d'être agriculteurs et céder leur ferme pour faire autre chose. Et c'est vrai que ces éléments-là, c'est assez nouveau parce que depuis 15 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis en agriculture biologique. C'est vraiment la première fois où la difficulté c'est vraiment cette difficulté importante était c'est comme si on était méprisé par la force publique, quoi. On avait vraiment encore aujourd'hui parce que le gouvernement répète que là il met les moyens de soutien au secteur. On sait les moins parce que la consommation bio redémarre dans les magasins spécialisés. On a quand même une belle croissance. Chez Biocoop, on est à plus 8,5
5,5 sur 2024 et en 2025, c'est encore au-dessus. Donc c'est plutôt positif, mais les effets sur la production ne sont pas encore là, quoi. Donc on a une lueur d'espoir, mais il y a eu vraiment ce phénomène de... Mais en fait, pourquoi on est méprisé à ce point-là? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on mérite? Pourquoi on mérite cet acharnement sur quand notre vous dites filière? mépris, c'est-à-dire? En fait, on a alerté depuis 2021-2022 les pouvoirs publics sur la crise qui arrivait. Suite en fait à la crise de la consommation, le fait que les produits bio se vendaient moins, et en fait on a été accompagné. Là, il y a eu 200 millions d'euros sur 2 ans, mais en fait malheureusement c'était pas suffisant pour que des producteurs restent producteurs bio et continuent à produire en mode de production biologique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins à l'installation en bio ou à la conversion en bio, des freins propres au secteur? Alors la difficulté des freins, c'est quand on a plus de lisibilité sur le moyen terme de ce qu'on peut produire et en fait ceux qui souhaitent se convertir en bio ou ceux qui aimeraient s'installer en bio, y compris le secteur bancaire, a plus de mal d'avoir une visibilité, donc on a plus de mal à financer des projets de conversion ou d'installation en bio aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, parce qu'on n'a pas de lisibilité sur est-ce que le marché va pas redescendre d'ici quelques mois ou quelques années, et donc c'est très compliqué pour quelqu'un, surtout en bio où en fait effectivement on est des techniciens et c'est plus facile de travailler en conventionnel où on a un arsenal de produits chimiques pour compenser un problème, alors qu'en bio il faut tout anticiper, il faut vraiment retravailler son modèle complet de production, et donc on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Donc, et puis il y a un sujet très concret dont nous parlent souvent d'ailleurs des agriculteurs, c'est le coût du label bio. Ça coûte combien? Alors moi aujourd'hui sur ma ferme de 37 hectares, ça me coûte à peu près 800 € par an. Non, alors on ne peut pas dire que ce soit vraiment le frein, puisque les producteurs souvent réclament le passage de l'auditeur. Il faut savoir que ce sont des entreprises de droit privé, c'est du coût humain qu'on paye. Et donc, si on veut un vrai contrôle, il ne faut pas des bénévoles. Donc, en fait, chaque année, l'État français, via l'INAO, l'Institut national de la qualité des appellations d'origine, habilite une dizaine d'entreprises qui, elles, mandatent. Déjà, il y a un contrôle obligatoire par an, donc c'est sur rendez-vous pour être sûr que l'agriculteur est là et va tout présenter. Et ensuite, il y a des contrôles surprises. Donc, c'est $1 pour le consommateur, c'est un demi-centime par euro de bio acheté. Et ensuite, c'est quand même les garanties. Oui, c'est la garantie de ce qu'on produit. Donc en fait, on remet aucunement en cause. Au contraire, je crois que c'est important d'avoir un contrôle externe pour labelliser nos produits. Et vous défendez ce système, cette labellisation. On évoquait tout à l'heure cet objectif, plus de 20% de surface cultivée en bio, objectif français, horizon 2030, c'est ça, hein, Laure Verdeau, je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous paraît réaliste, vous, producteur, Mathieu Lancry ? En fait, c'est réaliste si on a réellement un engagement de l'État de mettre des moyens conséquents. Le travail qui est fait à l'agence bio sur la communication, sur l'analyse des chiffres, sur les fonds Avenir Bio sont indispensables et ils doivent être renforcés pour continuer à accompagner les filières. C'est ce que fait l'agence depuis 15 ans ou 20 ans, et c'est super important. Parce que voilà, on a besoin de cette agence, mais il faut aussi l'accompagnement des producteurs et une lisibilité pour qu'on ne change pas de politique d'une année sur l'autre. On a eu en France, pendant 20 ans, des politiques qui étaient variables en fonction des années, en fonction des moments où, des moments on était accompagné, des fois on était un peu plus... Et ça, en fait, il faut qu'on ait une lisibilité à moyen terme. Si l'État français veut réellement atteindre les 21% de surface agricole utile en bio d'ici 2030, il faut qu'on ait les moyens de son développement, quoi. C'est pas une chimère ? Vu les difficultés qu'on évoquait là encore tout à l'heure, le marché extrêmement chaotique, la guerre commerciale qui entraîne aussi vers d'autres priorités parfois au sein du secteur agricole. Mais tout à l'heure, Laure le disait, en fait, l'agriculture biologique, c'est vraiment la souveraineté alimentaire, elle est quand même la plus grande. On n'utilise pas d'engrais chimiques, donc les importations d'engrais, on n'en a quasiment pas. Et puis au niveau de l'alimentation, pour les bovins notamment, on utilise très peu de soja et d'importation. Donc en fait, la production bio, aujourd'hui, c'est 83%, il me semble, de consommation française. Chez Biocoop, c'est 90%. Et sur la marque propre de Biocoop, c'est 100%. C'est-à-dire que
quand vous achetez un produit à marque de Biocoop, 100% de la production est française. Et c'est une vraie démarche parce que c'est ce qui nous paraît le plus important et c'est ce qui nous paraît le plus cohérent dans le modèle d'agriculture biologique qu'on doit porter. Quand vous discutez avec d'autres agriculteurs, des agriculteurs dans le système conventionnel, est-ce que vous essayez de les convaincre de passer en bio et si oui, quel argument mettez-vous en avant? Alors, clairement, je l'ai fait pendant des années, pendant 10-15 ans. Vous osez plus le faire? Depuis 2 ans, en fait, le contexte, c'est très difficile de convaincre quelqu'un. Et en fait, c'est malheureusement quand une personne a des problèmes de santé ou dans son environnement ou lui-même, qui se pose la question, ah oui, en fait, effectivement, il faut peut-être quand même que je regarde différemment et que je pose à ces questions-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a quand même une partie des producteurs qui... L'agriculture conventionnelle est encore sécurisée par les différents dispositifs et dès qu'il y a un écart de marché, on a des outils de régulation du marché qui fait qu'en fait le risque il est quand même pas si important, alors que nous en bio on l'a pas, alors qu'ils existent mais ils sont pas autorisés à être accessibles pour nous producteurs bio. On gagne sa vie aujourd'hui en bio? On gagne sa vie correctement. On a mieux gagné sa vie il y a quelques années parce qu'effectivement le marché était un peu plus intéressant, mais on gagne encore sa vie. Il y a eu les années difficiles 2022-2023. On commence à revoir une lueur d'espoir et je trouve que voilà ça va mieux. Mais oui, on gagne sa vie. Oui. Je vous pose la question autrement. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour un agriculteur bio que pour un agriculteur conventionnel pour joindre les deux bouts? En fait, la différence pour moi, elle est aussi dans le fait qu'on demande beaucoup plus de temps de travail parce qu'on a beaucoup de main-d'œuvre et cette variable-là est quand même assez importante dans la rémunération du producteur parce qu'en fait, c'est quand même une variable d'ajustement. Les salariés, quand on a des salariés dans les champs pour désherber, on en a besoin et donc le reste, c'est quand même le revenu du producteur qui peut en jouer. Laure Verdeau, comment accompagner mieux ou mieux encore ces agriculteurs dans les difficultés qu'évoque Mathieu Lancry? Vous, par exemple, l'agence bio, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la priorité, là, après 3 ans de crise du bio, c'est de générer des débouchés. Parce qu'on a actuellement, en fait, on a quand même encore plus d'agriculteurs qui veulent rentrer en bio que d'agriculteurs qui veulent en sortir. Le solde est positif. Et en fait, on sait que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. On sait que leurs fils et leurs filles ne vont pas suffire à prendre à la relève, quand bien même ils le voudraient tous. Et donc, il faut attirer des talents qui ne viennent pas du milieu agricole, les fameux NIMA, non issus du milieu agricole. Ces gens-là, quand ils se présentent aux chambres d'agriculture, ils disent « Moi, j'ai un projet, mais en bio ». Donc, on ne va pas les refuser. Sinon, on va faire une saignée démographique dans les champs. Donc, la priorité, c'est d'accueillir ces gens qui veulent être en bio et ensuite de leur générer des débouchés. Et en fait, on se retrouve à regarder le bio dans toutes les occasions de consommation qu'on a. Il y a évidemment... Le principal débouché du bio, c'est la consommation à domicile. C'est quand on fait ses courses, on mange à la maison, pour 92% du marché. Là, on sait qu'il faut générer des débouchés, il faut que la grande distribution en remette dans ses rayons, la vente directe et l'assurance débouchée des nouveaux installés. Il y a plus de 42% des agriculteurs bio qui vendent en direct. C'est énorme. Ça fait plus de 26 000 points de vente sur tout le territoire. C'est plus que la grande distribution. Mais les dernières entrées, ils savent que c'est leur possibilité de réguler leurs débouchés. Ils sont plus de 60% à vendre en direct. Parce que c'est une façon justement de s'assurer, de s'émanciper et d'être indépendant. Ensuite, on n'a pas tout fait pour ce qui est de la restauration hors domicile. Quand on est dehors et on veut manger bio, en fait, c'est quasi impossible. Il y a 180 000 restaurants en France, ils n'achètent même pas 1% de leur denrées alimentaires en bio. Et d'ailleurs, le bio n'est même pas mentionné dans le CAP cuisine. Donc, vous pouvez cuisiner, changer. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas dans la culture. Si vous passez votre CAP cuisine, on va pas vous parler de bio. Et surtout, le bio, c'est pas juste prendre sa liste de courses et faire CTRL-C, CTRL-V, rajouter juste le label bio. En fait, c'est une façon de changer ses approvisionnements et c'est une façon d'organiser autrement son restaurant ou sa cantine. C'est valable pour les cantines. La cantine, on sait qu'il y a 20% de bio normalement fixé par la loi et on n'est qu'à 6%. Donc ça, c'est une perte de 1,5 milliard pour nos agriculteurs bio, chaque fois qu'on respecte pas la loi. C'est terrible ça, parce qu'en plus, on a à l'agence bio, nous, c'est aussi comme ça qu'on persuade, c'est qu'on a plein d'exemples de cantines qui, pour le même prix que les autres... C'est ce que j'allais vous dire, la question du prix. Enfin, tout de même, on revient à ça. On connaît l'état des finances dans un certain nombre de collectivités, pour un certain nombre de mairies. On a des centaines d'exemples de cantines qui, pour le même... ce qu'on appelle coût matière, c'est-à-dire quand vous payez un repas en collectivité, il y a à peu près entre 1,80 € et 2,50 € de coût matière, c'est la matière première agricole. On a des dizaines, des centaines d'exemples de communes, de lycées, de collèges, même d'EHPAD qui ont mis 20, 30, 50, 70%, voire 100% de bio pour le même prix que les autres. Donc c'est bien que c'est possible. Et donc nous, on essaye de faire passer ce message-là. Et en général, quand vous pouvez mettre plus de bio pour le même prix, si vous jouez sur d'autres leviers. Ça veut dire que vous allez, par exemple, vous achetez plus de détergent parce que vous avez investi dans un nettoyeur vapeur.
Donc vous pouvez tout nettoyer avec la chaleur. Vous dans les restaurants, la restauration commerciale, nous on a vu des chefs bistronomiques un peu qui nous ont dit moi j'ai arrêté les nappes et avec l'économie j'ai réinvesti sur de la matière première bio. Donc il y a plein de choix et d'arbitrage et c'est vrai que souvent ça veut dire remettre à plat son projet d'entreprise, d'établissement, cantine ou resto, avant de pouvoir réussir à monter la quantité de bio. Arbitrage, voilà un mot important, y compris et d'abord pour les consommateurs, pour les consommatrices, lorsqu'ils sont dans les rayons, en grande surface ou dans les magasins spécialisés, évidemment, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui fait qu'on a ou pas aujourd'hui le geste d'acheter un produit bio, Mathieu Lancry ? Alors pour moi, il y a déjà effectivement l'accessibilité prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite, et on l'a quand même démontré depuis quelques années, effectivement, les produits bio avaient une image chère il y a quelques années. Je trouve qu'on a une image ou une réalité ? Il y avait une réalité, parce qu'effectivement, on n'était pas très nombreux, donc on n'avait pas d'économie d'échelle, on n'était pas organisé comme aujourd'hui. Et le travail de structuration des filières, et y compris du producteur jusqu'au distributeur, les efforts que tous les acteurs ont fait qu'aujourd'hui, le prix du bio n'est pas aussi cher et abordable. Alors, il sera pas au niveau du conventionnel, c'est sûr. Quel est l'écart moyen aujourd'hui ? En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, en fruits et légumes, les fruits et légumes de saison, il n'y a pas d'écart. Il suffit de rentrer dans les magasins bio, chez Biocoop en particulier, où vous verrez que sur les rayons fruits et légumes, l'huile d'olive, elle n'est pas plus chère qu'en conventionnel, alors qu'elle est en bio. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'exemples sur lesquels on démontre qu'on est aligné par rapport au conventionnel. Et forcément, après, il y a d'autres produits. Par exemple, je pense au jambon, le porc. En fait, on n'est pas sur... Le porc conventionnel, c'est de l'industrie, c'est-à-dire que c'est des fermes énormes de 200 truies, naisseurs, engraisseurs, alors que la plupart des ateliers de porc bio, c'est 50, c'est-à-dire que c'est 4 fois moins. Et on est sur paille, et on n'a pas du tout le même système de production, donc on ne sera jamais aligné. Mais le problème, c'est qu'un porc sur paille qui va courir, qui va être élevé différemment avec de l'aliment bio et qui ne pollue pas, par rapport aux grands... En fait, c'est pas le même produit, en fait, on ne peut pas comparer, quoi. Et donc, on ne peut pas comparer, sauf que les consommateurs, au moment de choisir, ils comparent aussi. Oui, mais en fait, du prix. On ne peut pas s'aligner, c'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Enfin, en tout cas, en ce moment, les prix ont été tellement perturbés, et notamment après la flambée de du blé pas bio, par exemple, qu'on a actuellement des œufs, du lait, même de la farine, qui sont en bio, voire au même prix, voire un peu moins cher que le pas bio. Donc, en ce moment, c'est le moment où il faut acheter du bio, ça n'a jamais été aussi compétitif. Vous commenciez à nous dire que les ventes de bio repartaient après le recul qu'on avait observé. Est-ce que vous pouvez le quantifier, ça, aujourd'hui ? Oui, on a déjà l'estimation. En fait, on sait que pour l'instant, la vente directe et la vente en magasin bio compensent la baisse en grande distribution, qui pèse, je le rappelle, pour la moitié du bio consommé à domicile. Mais pour combien de temps ? La vraie question, c'est que, en fait, si vous voulez maintenir une filière derrière, si vous voulez que l'usine, elle tourne avec, sur 3/8, il y a un 8, il y a 8 heures de production de bio, il faut qu'il y ait assez de débouchés. Et si vous avez encore un débouché, par exemple, vous avez Métro et le Biocoop, mais que vous perdez une ancienne de grande distribution, ça peut remettre en question le fait que vous mainteniez une gamme bio. On a vu ça avec une coopérative laitière. Et donc, ils ont arrêté le beurre bio à destination des professionnels, des pâtissiers, en disant non, on a vu que la grande distribution nous a lâché, on n'a plus les volumes nécessaires, donc on arrête. Donc, c'est vrai que en fait, le bio ne dépend... Le bio, il est diversifié dans ses débouchés. Il ne dépend pas que de la grande distribution, beaucoup moins en tout cas que le pas bio. Il ne dépend pas que des magasins spécialisés, il est multiple. Donc c'est important que le bio soit partout, tout le temps, dans toutes les occasions de consommation, un réflexe. Vous insistez beaucoup sur la diversité des circuits, enseignes spécialisées, vente directe également. Néanmoins, vous le rappeliez, la grande distribution reste, et pour cause, un acteur central. Qu'attendez-vous d'elle aujourd'hui ? Est-ce que vous faites aussi des distinctions entre les enseignes aujourd'hui dans leur comportement, Mathieu Lancry, sans faire de publicité ou de contre-publicité pour les unes ou les autres ? Mais je pense qu'on a besoin que tous les acteurs de la bio redémarrent à commercialiser. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignes qui ont déréférencé les produits bio les remettent dans les rayons et les revalorisent. Est-ce qu'elles le font en ce moment ? En fait, il y a quelques enseignes qui commencent à vouloir, en se disant on redémarre le bio. Par contre, ce qu'il faut être vigilant en tant que producteur, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils nous ont lâchés il y a 3-4 ans et que ça a eu des conséquences quand même assez dramatiques sur certaines fermes. Et donc, il faut être aussi vigilant. En tout cas,
Moi, je suis favorable parce qu'on redémarre dans ces enseignes-là, mais en ayant des contrats de type commerce équitable, où en fait qu'on ait une visibilité, un engagement dans la durée qui ne nous lâche pas du jour au lendemain, comme ils l'ont fait il y a 2-3 ans. Parce que c'est quand même, voilà, c'est un coup au moral qui a vraiment été très difficile à vivre pour les producteurs. Donc on a besoin de lisibilité, d'engagement. Et pour ça, pour moi, le commerce équitable, par exemple, on a un label qui s'appelle Bio Équitable en France. C'est vraiment un label qui permet de sécuriser et de donner de la visibilité aux producteurs qui s'engagent en bio. Laure Verdeau. On n'a jamais réussi à contraindre la grande distribution à faire quoi que ce soit, je crois. Ils sont là pour vendre ce qui s'achète. Donc, leur demander autre chose, ce serait demander comme un lion d'être végétarien. Donc, il faut que les consommateurs reconsomment du bio pour remotiver les enseignes à les mettre en rayon. C'est vrai que la massification du bio avait été rendue possible parce qu'en 2008, après le Grenelle de l'environnement, la grande distribution avait dit oui, on va mettre en avant des produits durables, dont le bio. Et c'est vrai que là, on a vraiment besoin que le bio soit vraiment mis en valeur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant qu'il n'y aura pas de quotas de bio dans la grande distribution, comme par exemple vous avez des quotas de chansons françaises, il y a peu de choses. Il faut que ce soit la consommation. Parce que le bio, en fait, ça ne se vend pas, ça s'achète, vraiment. Et c'est pour ça que nous, à l'Agence Bio, on a à cœur de fédérer des campagnes. On fait cette campagne commune, ce cri de guerre, pour pouvoir rallier tous les consommateurs, parce qu'on sait que plus un citoyen est informé sur le bio, plus il en mange. Vous plaidez pour des quotas? Non, pas du tout. Je prends juste l'exemple parce qu'on est à la radio. Le mot, ouais. Mais un directeur de supermarché, il met en avant ce qui se vend. Donc, il ne va pas mettre une tête de gondole en bio si c'est le moment aussi. On entend trop dire que le bio se casse la figure. Donc, il faut absolument relancer la filière et il faut que les consommateurs votent avec leur porte-monnaie. Je sais que ce n'est pas encore l'heure du déjeuner, mais je voudrais qu'on parle du goût aussi et de la qualité des produits, même si on commençait à le faire tout à l'heure. Là aussi, il y a parfois une grande incompréhension chez les consommateurs. Bio ne veut pas dire bon ou pas forcément. Bio peut être très bon, mais ce n'est pas toujours le cas. Comment expliquer cela, Mathieu Lancry? En fait, le mode de production bio, on produit sans mettre de pesticides, en faisant attention à la biodiversité, mais en fait, ça ne donne pas d'éléments. Un gâteau sucré sera toujours un gâteau sucré, même s'il est en bio, comme le disait tout à l'heure Laure, et ça ne changera pas. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est qu'on a un regard le regard des consommateurs sur les bio, c'est exigeant, c'est un peu militant. En fait, il faut qu'on change ça. La bio aujourd'hui, c'est le plaisir, c'est le goût, c'est vraiment, c'est le kiff de pouvoir manger bio parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de plaisant et d'abordable aujourd'hui. Il faut qu'on change. Enfin, pour moi, il faut qu'on change le regard qu'on a sur le bio. C'est pas être militant ou bouffeur de graines, d'être consommateur bio. C'est de prendre du plaisir à consommer. Quand vous dites on, qui est ce on? C'est les producteurs, un certain nombre de consommateurs. C'est qui? Non, mais c'est les consommateurs en général qui ont une image un petit peu tronquée de ce que peut être les produits bio, quoi. Aujourd'hui, on a des produits qui sont très très bons. Voilà. Par exemple, chez Biocorp, encore une fois, on Attention à la publicité. Non, je rappelle qu'il y a d'autres enseignes que je citais tout à l'heure. Il y en a encore. En fait, on essaye de manière générale à ce que les produits qu'on vend ont vraiment du goût et on retrouve cette qualité qu'on n'a pas forcément dans les produits standards parce qu'en fait, on n'a pas aussi mis les mêmes choses pour produire, quoi. Merci à tous les deux. Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio, vous nous avez expliqué dans la première partie de cette émission si votre bataille pour faire valoir votre utilité. Vous dites que vous êtes utile, que vous avez un rôle et que vous voulez encore le maintenir pour l'ensemble du secteur. Merci également à vous, Mathieu Lancry. Vous restez encore au Salon de l'Agriculture là pour quelques jours. Ouais. Rencontre fructueuse aussi, discussion avec des collègues. On en parlait tout à l'heure avec Laure Verdeau. Ouais. On verra, oui. De toute façon, c'est un peu le moment où on peut justement discuter avec notamment des élus pour leur expliquer les enjeux qu'il y a derrière les filières bio. Juste d'un mot, je ne voudrais pas prolonger, mais c'est tendu ou pas, quelquefois, en ce moment ? C'est pas tendu dans le sens où il y a une incompréhension et je pense qu'il faut qu'on réexplique ce que c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, ce que c'est que l'agriculture biologique, quoi, et les enjeux. Et c'est un bon endroit pour le faire aussi. Exactement. Merci à vous. Merci. On peut retrouver cet entretien autour du bio, de la bio sur franceculture.fr.